Les mariages par vol, c'était basé comme sur donc l'association, des associations de jeunes dans chaque village qui se déplaçaient pour être invités par d'autres villages, mais aussi sur autre chose. Parce que dans chaque village, là où les gens habitaient, un homme avait une amie qu'il ne pouvait pas épouser, mais qu'il aidait dans ses champs, elle lui faisait de la bière de mille, etc. Donc c'était une amitié qui n'était donc ni sexuelle, ni maritale, etc. Et c'était ces femmes-là, enfin, dont il connaissait un peu tout, et vice-versa, qui servaient aussi à organiser, disons, les mariages secondaires. Et donc, il y avait aussi, dans cette société, il y avait aussi des contacts entre les sexes, là, les personnes, les hommes, les femmes, amicaux, comme ça. Et donc, ça, c'était, comme vous pouvez bien penser, ça très intéressant. Je dois dire qu'à l'occasion des venues des uns des autres, il y avait des danses, évidemment. J'ai dit que les guidards étaient les meilleurs danseurs de tout le Cameroun. Enfin, et c'était intéressant parce qu'ils auraient dû venir en France, justement, parce que dans les tournois dans le Nord Cameroun auxquels j'ai assisté, enfin même on m'avait demandé de commenter certaines fois, bon, ils gagnaient régulièrement. Et il y avait simplement une chose, l'époque où j'ai fait mon terrain a vu le début des campagnes d'islamisation. Aïdjo était président du Cameroun, et donc il y avait des campagnes d'islamisation assez actives, enfin dans le Nord, et il y avait aussi quelque chose qui était que parce que les femmes guidards avaient des caches-sexes, elles avaient aussi des pagnes, mais quand elles travaillaient dans les champs, le sein nu, c'était pas problématique, enfin pas du tout. C'était pas. Et donc ça passait très mal, passait très mal parce qu'elle ne devait pas être comme ça. Alors j'ai même assisté à. La dernière fois que j'y suis allée, ça va être en 78, je crois. Justement, il y avait ces danses-là, et là, elles avaient quelqu'un qui les avait organisées, et ça commençait. Elles avaient des pagnes, alors qu'elles n'en avaient jamais. Et elles ont commencé à danser comme ça, puis après ça, les pagnes ouverts. Alors là, voilà, c'était donc sur un mode. Alors, avec quand même des slips, mais ça. Donc. Je veux dire, cette société-là, donc vous voyez, c'était plaisant parce que il y avait ces sociétés à plaisanterie, et dans l'amitié dont je vous ai parlé, justement, vous plaisantiez avec votre ami, enfin, on plaisante avec les gens que c'est pas votre femme, hein, avec qui vous plaisantez, c'est pas votre père, etc. Ce sont les gens extérieurs. Moi aussi, des fois. Donc, c'est très très agréable de travailler dans une société comme ça, voilà, très agréable. Alors, donc, il y avait une campagne d'islamisation dans le Nord Cameroun, et on envoyait des députés islamisés. D'ailleurs, ils montaient en fonction publique au fur et à mesure qu'ils s'islamisaient. Et il y avait une mission catholique qui existait avec une école et un dispensaire qui existait pas très loin de là où j'ai travaillé, et qui, bon, le père Bev était là, parlait couramment la langue depuis 16 ans. Et il y avait un manque de vocation à cette époque-là, enfin un manque de relève. Donc pour les missionnaires en Afrique, on a fait appel à des Polonais. Parce qu'en Pologne, il y avait beaucoup de vocations encore. Donc ils passaient par Paris, ils apprenaient un peu le français, puis ensuite ils étaient envoyés en mission en Afrique. Et
une chose qui m'a frappée, que j'ignorais, c'est l'Église polonaise a demandé à avoir un territoire polonais de mission. Donc, ils ont déplacé, enfin, ces gens qui parlaient, qui étaient là depuis 16 ans et plus, pour mettre donc des nouveaux arrivés polonais. Il y avait pas qu'eux qui étaient là, il y en avait d'autres Polonais installés dans toute la région là. Et bon, c'était évidemment pas la même relation que les autres avaient. Et aussi, ces gens-là parlaient plus ou moins bien français déjà, enfin bon, et débarquaient, arrivaient là. Donc, ce que j'ai vu arriver, c'était une campagne d'islamisation qui a été très fructueuse, enfin très très fructueuse, parce que les bases sur lesquelles était bâtie la relation avec le catholicisme, bon, étaient en train de disparaître. Alors, j'ai noté ça, j'en ai jamais parlé, enfin, je n'ai jamais écrit sur ça. Il y a toujours des restes hein, dans des terrains, enfin, des choses dont on se dit, tiens, j'aurais bien dû. C'est quand même intéressant, enfin, surtout avec ce qui se passe maintenant, c'est quand même intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau de la politique des missions et de la politique des missionnaires et comment, comment, encore une fois, eux voulaient être capables de parler entre eux, je suppose d'être pas complètement isolés, enfin, de leur communauté non plus, mais c'était une chose dont j'ignorais l'existence totalement et que j'ai observé là-bas sur place. Voilà. Alors, j'ai quitté le terrain chez les guidards pour une raison très simple, j'ai eu des enfants et il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, des invasions de sauterelles répétées en Afrique de l'Ouest. Enfin, quand j'étais revenue entre-temps, les gens m'expliquaient comment ils avaient eu faim, effectivement, et qui ont été suivies d'épidémies. Donc les pédiatres me disaient que non, que vraiment je ne pouvais pas emmener des jeunes enfants là-bas, que c'était trop dangereux de les amener dans un climat où il y avait des épidémies. Et c'est comme ça que je suis sortie de chez les guidards, alors que justement une des choses que j'aurais bien aimé faire, c'était faire du terrain avec mes enfants là-bas. Enfin, voilà. Parce qu'une des choses qu'ils m'avaient dites, oui, vous nous demandez toujours de nos enfants pour les scolariser, etc. Ils avaient dit ça aussi à quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Quand est-ce que vous allez nous envoyer vos enfants à élever hein? Bon, c'était une question qui avait quand même été posée, qui avait du sens. Et je suis retournée après, j'ai fait je ne suis pas retournée faire du terrain chez les guidards après. Donc, j'étais à l'Université Laval encore, puisque j'ai quitté l'Université Laval en 84. Et là, j'ai réalisé une chose, c'est que c'est pas... Quelle est la différence entre vivre dans un pays et être anthropologue? Enfin, c'est pas la même compréhension qu'on a pour comprendre un pays, enfin, pour comprendre ça. Et j'avais vu... Enfin, c'était tout ce que j'ai raconté, enfin, à l'Université Laval, ce qui se passait, etc. et tout ça. Donc, et puis, évidemment, le Québec qui essayait de se libérer bon, de l'Église et aussi de l'emprise des anglophones, enfin, les référendums, tout ce climat-là. Bon. Donc, j'ai voulu comprendre un peu mieux le Québec. Alors, c'est intéressant parce que, comme chercheur, il y a des chercheurs qui font toute leur carrière sur un même terrain. Hein. Jean-Claude Muller, Bernard Salada d'Anglure, etc. Bon. Et moi, j'ai fait des terrains dans différents endroits, mais toujours avec quelque chose sur la parenté, enfin en suivant un thème, hein, en tricotant un thème. Donc, j'allais pas faire autrement, au Québec. Et là encore, j'ai choisi mon terrain parce que c'était pas très loin de l'Université Laval où j'étais encore, et parce que je trouvais que c'était beau. Charlevoix, c'était beau. Et puis, il y avait des raisons intellectuelles aussi, je dois dire. C'est-à-dire que
À ce moment-là, au Québec, il y avait quelque chose de très fort avec l'équipe de Gérard Bouchard à Chicoutimi. C'était toute la démographie historique et tout le fait de mettre, d'archiver, enfin, les états civils d'un peu partout dans le Québec. Donc, ça m'avait paru intéressant. Et j'ai développé une étude qui mêlait à la fois le quantitatif et le qualitatif. C'est-à-dire que j'ai fait mes généalogies orales dans le village. Enfin, j'y suis allée l'été plusieurs fois et j'y suis allée avec mes enfants que je faisais garder dans le village là-bas. J'ai été introduite parce que je me demandais comment... Donc j'avais vu, vous savez, là je parle de deux choses différentes. J'avais vu un intérêt en me disant là tu peux faire une étude à la fois qualitative et quantitative et c'est intéressant et bon à faire, enfin bon, ouais, bien, pour voir comment fonctionnent les systèmes matrimoniaux. Bon. Donc ça c'était ce dont j'ai parlé. L'autre chose, comment je suis rentrée sur le terrain. Donc j'ai visité avec des étudiantes, dont Brigitte Garneau, Rose Dufour. On a visité un petit peu différents endroits et puis bon, on est tombé sur ce coin-là qui paraissait bien. Parce que la zone matrimoniale paraissait assez bien circonscrite. C'est-à-dire au Québec, avec le système de colonisation, vous avez un fond, et puis vous avez des gens qui partent de là. Mais une fois que le terroir est assez plein, vous avez très très peu d'arrivées. Donc il y a une contraction, hein, vous avez des gens qui restent là et qui sont plus ou moins apparentés à pas mal de degrés, et puis vous avez en même temps une ouverture vers l'extérieur. Donc ça m'intéressait d'avoir ces données-là, d'avoir la stabilité de ce fond-là, et en même temps d'être capable de suivre par des généalogies orales la dynamique à l'extérieur, et éventuellement de la retrouver par le biais de ce qui était mis sur ordinateur par le Centre de démographie historique de Chicoutimi. Alors comment suis-je rentrée dans ce village ? J'ai demandé à Brigitte Garneau, à Rose Dufour, puis elles m'ont dit le prêtre. Bon, alors le prêtre, c'est intéressant parce que c'était, je pense, un oncle de Rémi Savard, l'anthropologue Rémi Savard, et effectivement à la messe, il a annoncé à tous ses paroissiens que j'allais passer, etc. Donc c'est comme ça que je suis rentrée sur ce terrain-là. Ce qui met un peu mal à l'aise, parce qu'effectivement, j'ai un fond catholique très très solide. Enfin, d'après ce que je vous ai raconté, effectivement, c'est très très solide, mais je n'étais pas pratiquante du tout. Enfin, c'était un peu loin derrière moi, mais c'est comme ça que je suis rentrée. Et j'ai donc fait le tour des maisonnées, là encore, avec les généalogies orales que j'ai recueillies, et des entretiens, et j'ai regardé, évidemment, consulté toutes les archives, parce que il y en avait et c'était possible de les consulter. Et il y avait deux choses qui ont retenu mon attention. J'ai travaillé sur toutes les formes de parenté dans Charlevoix, c'est-à-dire à la fois la parenté spirituelle, la parenté classique, charnelle, si j'ose dire. Il y avait deux choses qui ont retenu mon attention à ce moment-là. Il y avait ce pourquoi j'étais rentrée dans cette communauté-là. Je voulais regarder un petit peu les systèmes d'alliance, et ça, je l'ai fait. Mais il y avait aussi le mouvement Retrouvailles qui commençait à démarrer concernant l'adoption, des gens qui voulaient retrouver, enfin, qui agitaient donc la communauté. Donc, l'adoption, on commençait à en parler, à s'ouvrir. Donc j'ai décidé de travailler aussi sur l'adoption, et j'ai rencontré des personnes qui n'avaient jamais parlé avant. Certaines parce qu'on n'en parlait pas, enfin c'était pas aussi ouvert que ça, enfin c'était... Mais ça commençait à s'ouvrir, donc les gens ont commencé à en parler un peu plus, et j'ai travaillé aussi
sur les transferts d'enfants, parce que je m'étais aperçue que dans l'échantillon que j'avais, il y avait 10 enfants qui avaient été pris par leur grand-mère à une famille qui en avait trop, pour être donnés à une autre de leurs filles qui n'en avait pas. Donc, officieusement bien sûr, mais il y avait quand même ces transferts-là d'enfants qui m'ont aussi intéressée en même temps que l'adoption. Alors, en ce qui concerne le système d'alliance, j'ai travaillé avec très fort pour mélanger mes généalogies orales et ce qu'on pouvait savoir, enfin, des généalogies mises sur ordinateur par l'étude de l'état civil, ce qu'avait fait la démographie historique. Donc, pour compléter, pour corriger, ça m'a pris un temps fou. Enfin, à constituer ce corpus-là, c'était un travail énorme. Et j'ai travaillé avec l'informaticienne qui avait travaillé avec Françoise Héritier au laboratoire d'anthropologie sociale, Marion Sels, pour faire des programmes, pour tester différentes formules de mariage. Tout le monde avait travaillé au Québec sur les dispenses de mariage. Et le fait que les dispenses de mariage et le fait des mariages consanguins, c'est-à-dire vous épousez entre petits cousins, etc. Bon. Et l'étude des dispenses. Donc tout le monde avait travaillé sur la consanguinité et puis sur ça. Et je me suis aperçue en faisant mes entrevues que, ils ne pouvaient pas vraiment l'éviter parce qu'il y avait un vieux fond qui était là et que finalement on était tous parents à 4 ou 5 générations. D'autant plus que, il y avait des gens qui partaient, donc est-ce que c'était préférentiel? C'était pas évident, mais ça se faisait. Et puis, par contre, ce que les gens me disaient, ce que j'avais observé, c'était ce qu'on appelait des renchaînements d'alliances, c'est-à-dire 2 frères qui épousent 2 sœurs. Il m'expliquait que ça ménageait mieux ensemble, parce que s'ils partaient au loin, vous aviez une sœur sur place, etc., 2 frères pour travailler ensemble, donc le mariage des 2 frères ou 2 sœurs était très bien vu. Un frère et une sœur, c'était aussi possible, mais moins représenté. Une autre variante était 2 cousins qui épousent 2 cousines, par exemple. Enfin. Donc, vous voyez, pas du tout les chaînes de consanguinité, mais les chaînes de renchaînement d'alliance et que j'ai pu quantifier. Alors, ça, c'était intéressant. Avec mon corpus, on a pu faire ce travail-là. Mais à ce moment-là, ce qu'on pouvait montrer, c'est simplement combien de fois 2 frères épousent 2 sœurs, combien de fois un frère et une sœur épousent un frère et une sœur, combien de fois 2, mais pas, je dirais, l'étude des réseaux des renchaînements, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas aller plus loin à ce moment-là avec les ordinateurs, c'est-à-dire le cousin de ma cousine, on ne pouvait pas, c'était pas transitif, si vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment que des formules de cet ordre-là qu'on pouvait faire. Alors, ça a été très, très intéressant. J'ai découvert aussi en faisant cette étude-là que si le mariage de 2 frères ou 2 sœurs était préférentiel, c'était très bien vu, 3, ça ne l'était pas. Les parents intervenaient en disant « ça fait trop ». Bon. Alors, vous aviez des fratries de 15-16, et puis ça fait un effet d'entraînement. Il y en a 2 qui se marient avec 2 autres, les 3e se disent « pourquoi pas ». Enfin, donc, j'avais documenté un certain nombre de cas comme ça, où les parents étaient effectivement intervenus en disant « non, ça fait trop ». Alors des fois, ils avaient quand même capitulé parce que j'avais quand même répertorié des mariages de 3 aux 3, entre les fratries. Bon. Et quand vous avez des enfants, 15 enfants, enfin c'est possible, c'est possible ça. Et là, les gens, la seule explication qu'ils arrivaient à me donner, c'est trop, ça fait trop. Et ma réflexion à moi a été de me dire, d'une part, j'avais vu que les mariages de 2 frères ou 2 sœurs, ça faisait que les dispenses de consanguinité, quand elles existaient, elles étaient doubles. Parce que si, en haut, 2 frères avaient épousé 2 sœurs, forcément, ils étaient doublement petits cousins, quelque part. Bon. Donc ça jouait, je les avais repérés comme ça, on les voyait même dans les dispenses entre petits cousins, ça se voyait, ça.
Et ce que j'ai... Donc les gens me disaient ça fait trop. Et mais sans me dire plus que ça. Et ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, ça ferme, vous voyez, euh, à, à la génération suivante, hein, entre ces familles-là, si trois ont épousé trois, vous voyez ce que je veux dire, ils ne peuvent plus se remarier ensemble parce qu'ils sont déjà hein, apparentés de façon multiple de cette façon-là. Donc, il fallait laisser des possibilités un peu, enfin autant que possible pour... alors ça, c'est mon interprétation, c'est pas leur interprétation, mais enfin, je vois, et je dis pas que... Parce que, encore une fois, c'est pas ce qu'ils m'ont donné comme... c'est trop, c'est ce qu'ils ont dit, c'est trop. Mais c'est quelque chose qui effectivement pouvait bloquer quelque part le système, parce que quand personne ne venait s'agglomérer au village, là, c'était... Hein, vous travaillez avec un fond comme ça. Alors cette étude-là a été très intéressante pour moi sur les enchaînements d'alliances. J'avoue que j'ai écrit un livre que j'ai jamais publié, un gros livre, jamais publié, un livre scientifique. Et puis, bon, il fallait que je fasse appel, je pense, à l'édition, à l'aide à l'édition, je l'ai fait. Ils m'ont donné l'accord, les fonds, et puis à un moment donné, les gens m'ont dit ah, on espère que vous allez écrire un livre, etc. Bon. Donc, Boréal, j'ai décidé d'écrire un livre que les gens pouvaient lire. Je pensais. Et qu'il était... Donc j'ai laissé tomber pas mal de débats, enfin pas mal de choses comme ça, en me disant je publierai ça ailleurs, ce que j'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais j'ai publié ça. Et je dois dire que j'étais retournée aussi sur le terrain, après que le livre a été publié, pour discuter avec les gens de qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Et là, je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait très mal, parce que c'était... on m'avait interdit de dire, et ça j'avoue que ça a des conséquences méthodologiques très importantes, on m'avait interdit de citer le nom du village. Les noms des gens. Donc de garder l'anonymat, parce que quand vous touchez à la parenté, vous touchez à l'intime, vous touchez à des tas de choses, et que donc... Mais ça a des conséquences quand même, parce que y a des tas de choses que vous ne pouvez pas dire, et la seule chose qu'ils m'ont reproché, parce qu'il y avait des photos, etc., ils m'ont dit, mais on sait qui c'est, c'était de ne pas mettre les noms. Et je n'ai pas pu remercier personnellement dans cet ouvrage-là mes informateurs à cause du comité d'éthique qui m'avait demandé ça. Alors maintenant je me dis que j'étais idiote. J'avais qu'à retourner au comité d'éthique en disant bon écoutez j'ai changé d'avis, voilà peut-être, et puis refaire un autre processus, parce que c'est bien beau de nous dire oui l'anonymat, mais on perd plein de choses avec l'anonymat. On perd plein de choses, on perd des tas de choses qu'on ne peut pas dire au niveau géographique, des tas de choses qu'on ne peut pas dire au niveau personnel, au niveau des gens. Et ça a été une des critiques qui m'ont faites. Et j'avoue qu'après, il y avait un festival d'histoire, il m'avait demandé si j'étais prête à venir. Je ne l'ai pas fait, à documenter, à faire quelque chose. Bon, je ne l'ai pas fait. Voilà, alors sur l'adoption et les retrouvailles, là, c'est autre chose, et j'ai fait à la fois des entretiens et de l'interprétation symbolique aussi. J'ai un article qui s'appelle Dénouer le cordon ombilical, et je me souviens d'une de mes informatrices qui m'a dit, écoutez, bon, pour que tout enfant naisse, il faut que le cordon ombilical soit coupé. Pour que tout enfant naisse, il faut que le cordon ombilical soit coupé. Et elle m'a dit, mais vous savez, quand on adopte un enfant, qu'on s'entend avec lui, et lui avec vous, etc., c'est comme une greffe qui relie le cordon ombilical. C'est comme une greffe du cordon. Donc, en utilisant encore le cordon comme symbole de transition entre le détachement et l'attachement. Donc, j'ai travaillé sur l'adoption là, et après ça, je suis allée voir du côté avec Bernard Salin d'Anglure, on avait un projet qui s'appelait Paradis,
parenté, adoption, identité. Donc à la fois du côté, chez les Inuits, et puis avec Marc Adélard-Tremblay qui en faisait partie aussi, sur l'île aux Coudres, et puis sur mon terrain, dans Charlevoix. Donc on a travaillé de concert pour voir un peu les adoptions, les systèmes qu'il y avait derrière, symbolique, l'appareil politique, etc. Voilà, ça a été ce projet-là. Et donc j'ai donc travaillé sur l'adoption, et j'ai donc travaillé aussi sur la circulation d'enfants, parce que comme j'ai dit, je suis tombée à ma stupéfaction sur 10 cas où des femmes des grands-mères avaient pris des enfants d'une fille qui en avait trop, qui était pauvre comme job, pour la passer à une autre qui n'en avait pas. Donc c'était des exceptions, et le médecin avait dit dans un cas, c'est une permission de Dieu, parce que c'était aller au-delà, hein, c'était vraiment une transgression. Et ça n'a jamais été, alors qu'il y avait des demandes, ça n'a jamais été possible à une femme de donner son enfant à quelqu'un d'autre directement. Ce qui m'avait intéressé, c'est de voir la génération au-dessus, les grands-mères qui faisaient ça, bon, qui ont fait ça dans les cas. Et 9 cas sur 10, c'était des cas de sœur à sœur. Ça circulait de sœur à sœur, donc entre femmes. C'était une sœur fertile à une sœur qui n'avait pas d'enfant, voilà. Donc ça, le terrain au Québec et les crèches, le système des crèches, j'en ai publié aussi dans Anthropologie Société, là, sur ça, mais aussi dans d'autres revues. Enfin, voilà. Et plus tard, c'est revenu dans mon travail sur l'adoption.